Bonjour, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans Sois ta propre vérité. Et là, j'ai vraiment envie de parler d'un sujet qui je trouve, des fois, on n'en parle pas assez, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est comment les relations toxiques peuvent affecter l'évolution de ton entreprise. Parce que on parle beaucoup de stratégie, on parle beaucoup de comment développer son entreprise, mais on oublie beaucoup l'aspect mindset et l'aspect aussi relationnel. Et pour ça, je vais pas être seule, j'ai une invitée qui est spécialiste, qui s'appelle Julie Sorel. Je suis tellement contente qu'elle soit là pour parler de ce domaine. Merci beaucoup, Julie, d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup, Alicia, pour ton invitation. Enfin, j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, je m'appelle Julie Sorel, je suis coach relationnelle et podcasteuse. J'ai accompagné des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs et de particuliers à cultiver des relations saines et épanouissantes, tant dans le domaine professionnel que dans le domaine privé. Ça, c'est pour le boulot. Sinon, je suis maman de 2 filles. J'ai un chien, un lapin et un chat. J'aime voyager, j'aime rencontrer des gens, j'aime parler avec les gens et surtout, j'aime apprendre. J'adore apprendre sur plein de choses, sur plein de domaines particuliers. Et franchement, si on pouvait être rémunéré pour apprendre, je crois que ce serait mon métier. Non, mais je suis d'accord. L'apprentissage, c'est tellement important et surtout, ça permet en fait de toujours être en évolution constante. C'est ça, c'est tellement sous-estimé, mais même moi, j'adore apprendre. Ça permet de pas rester sur place. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Et donc, une question, qui me taraude, c'est pourquoi tu es lancée dans l'entrepreneuriat? Alors, actuellement, j'ai des relations qui sont effectivement saines et épanouissantes avec mes collègues et des partenaires pro et privés, parce que même Mhm, si on est entrepreneur, on rencontre des gens, mais ça n'a pas toujours été le cas. mhm. Et quand j'étais plus jeune, vers mes 12 ans, j'ai vécu du harcèlement scolaire. Bon, il y a 30 ans, on parlait pas d'harcèlement scolaire, mais clairement, dans les faits, c'était ça. Et ensuite, j'ai fait mes études et j'ai commencé en tant que fonctionnaire et en tant que salarié. Et là, j'ai aussi vécu ce qu'on appelle du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Pour te donner un exemple, j'avais un chef qui venait derrière moi Ah oui, pendant que j'étais en train de travailler et il restait là, debout, sans rien dire, dans un silence total, plusieurs fois par semaine. ah, C'était oppressant, c'était très violent et j'ai super mal vécu ça. Et donc, à un moment donné, je me suis dit non, c'est plus possible. Tu peux plus vivre comme ça, il faut que ça change. Et j'ai décidé de partir. J'ai développé ma propre entreprise avec mon compagnon de l'époque. mhm, Elle avait 3 pôles d'activité. C'était l'administration pour petites entreprises, une activité en tant que géomètre et une activité de rénovation de biens. mhm. Sauf que au fur et à mesure de la relation, je me suis rendu compte en fait que cette relation elle était toxique, que Ah, cette personne était un pervers narcissique. Et du coup, j'ai quitté cette personne. Et qui dit quitter un pervers narcissique, dit quitter la société aussi. Et j'ai décidé en fait, en travaillant sur moi pour me reconstruire parce que j'étais en stress post-traumatique quand je l'ai quitté, j'ai travaillé sur moi, j'ai appris le coaching et je me suis dit, OK, maintenant, Julie, tu vas transformer cette expérience hyper négative et hyper destructrice en quelque chose de positif. Et j'ai décidé d'accompagner les personnes qui vivent la même chose à retrouver confiance en elles, à retrouver leurs propres rêves et à surtout à retrouver leur liberté. je trouve Donc ça voilà. beau, cette trajectoire de vie parce que, en fait, tu as pris une douleur pour la transformer en quelque chose de beau et aussi d'accompagner des gens à reprendre leur pouvoir, en fait. Et ça, je trouve ça super par rapport à un trauma post-traumatique, de transformer quelque chose de magnifique comme ça, c'est beau. Et Merci. qu'est-ce que c'est, pour ceux qui connaissent pas, une relation toxique? Ben, moi, je la définis en fait comme une relation qui a un impact négatif sur l'autre. Mhm. Et donc, il y a un impact négatif tant sur la santé émotionnelle que sur la santé mentale de l'autre personne. Alors, c'est vrai que souvent, on va retrouver certains éléments qui est de la manipulation, de la domination surtout de l'un par rapport à l'autre, des critiques régulières, parfois déguisées sous des compliments, style oh, il est trop bon ton dessin, mais c'est impossible que ce soit toi qui l'aies fait. Ouais. T'as un compliment d'un côté et une insulte de l'autre. Et du manque de respect. Il y a parfois aussi de la violence verbale et ou physique. Et en trame de fond, il y a souvent une dépendance affective qui est là derrière. Mais en gros, c'est vraiment une relation qui a un impact négatif sur l'autre, au niveau de sa santé émotionnelle et de sa santé mentale. Y a-t-il des différents types de relations toxiques? Différents
types de personnes On adore. qui font qu'on a une relation toxique. Il y a, je les appelle, il y en a qui sont en primaire, il y en a qui sont en humanité, puis il y en a qui sont à l'université. D'accord. C'est une image qui est souvent assez parlante, en fait, que j'utilise pour dire un peu le niveau de toxicité que l'autre peut avoir sur nous. Je vais parler souvent, sans doute, en termes masculins, mais il faut savoir que c'est tout à fait transposable en termes féminins. Donc, c'est juste une question de langage de français plutôt qu'une perception de genre. Donc, voilà. Alors, il y a les pervers narcissiques. Et en fait, eux, ils ont un trouble de la personnalité narcissique. Ils ont un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie totale pour l'autre et une perception aussi souvent démesurée de leur propre importance. C'est des personnes qui adorent les moi-je et ce sont les big personnes qui ont un ego mais démesuré, mais surtout ils ont un trouble de la personnalité narcissique. Donc, ces personnes-là vont aussi avoir un comportement manipulateur. Ils vont chercher à exploiter l'autre pour leurs propres intérêts. Mais ça, c'est, entre guillemets, ceux qui sont à l'université. En dessous, ils ont un master. Oui, et en plus, moi, j'avais vu aussi que les pervers narcissiques aussi, ils ont tendance aussi à prendre, je dis une personne, mais une autre personne, on va dire comme ça, il n'y a pas de genre, qui a une forte personnalité pour pouvoir après bien la casser, pour pouvoir en fait, dire en fait, grâce à moi, tu te rends compte que j'ai fait ça et que l'entourage va les aimer. Et en fait, la personne va elle va être un peu comme une folle en disant, mais tu te rends pas compte, cette personne est adorable. Et donc, c'est difficile pour la personne après de sortir de ce genre de relation parce qu'en fait, vu que l'entourage va voir comme la personne comme un peu comme un héros, entre guillemets, et ils vont pas comprendre la souffrance qu'elle a alors que dans la maison, quand ils sont à deux, ça devient limite, comme tu dis très bien, un petit diable, un petit démon qui vient toujours toucher là où la faiblesse, oui, tu n'as pas bien cuisiné, je n'ai pas pu manger parce que tu n'as pas bien cuit, tu n'as pas bien fait ça, tu n'as pas fait ça comme ça, tu n'as pas fait comme moi je veux. Oui, mais c'est aussi les manipulateurs, en fait, qui peuvent utiliser ce genre de phrases, puisque eux aussi vont utiliser la culpabilisation. C'est ta faute à toi, c'est pas ma faute à moi. Donc, mais il y a un degré de négativité, de toxicité, si on peut dire. Et c'est vrai que les pervers narcissiques vont avoir deux visages complètement différents. Un visage dans la société où ils vont être assez charmeurs, mais on va quand même se dire que, ok, il est sympa, il est chaleureux, il est charmant, mais on le sent un petit peu imbu de lui-même quand même, quoi. C'est le gars qui, enfin, si on parle d'un gars, mais c'est tout à fait transposable à une femme, c'est le gars qui un peu roule des mécaniques et qui peut parfois, à la limite, voilà, mais parfois pas, hein. Donc, ça peut être un trait de caractère. Mais c'est vraiment ce double visage qui est très perturbant pour les personnes qui sont avec ce genre de personnalité, parce qu'elles ne comprennent pas qu'un jour, il puisse être prince charmant ou la femme de sa vie, la femme de ses rêves surtout, et puis de l'autre côté, dans la minute qui suit, surtout si on n'est qu'à nous deux, si on n'est qu'à deux dans le couple ou dans la relation, parce que ça peut être dans le couple, mais aussi dans les relations professionnelles, et là, c'est une toute autre personne en fait. On aurait tendance même à dire que ce sont des schizophrènes. C'est un jour, ils nous traitent comme si on était des dieux sur Terre, et le lendemain, dans la minute qui suit, ils nous traitent comme si on était des moins que rien, quoi. D'accord. Donc voilà. C'est ça qui est le plus perturbant souvent pour les victimes de ce genre de personnalité. C'est ce double visage, c'est de se rendre compte, tiens, il peut me dire ça ou elle peut me dire ça, et dans la seconde qui suit, ça vrille complètement et c'est tout à fait autre chose qui est dit en fait. Il n'y a pas une phase où il y a des phases où il est vraiment très très méchant, on va dire. Et puis il y a une phase de love bombing où il te donne plein d'amour quand il a l'impression qu'il va te perdre. Et puis après, ça dure pas très longtemps. Et puis après, tu retournes dans cette phase-là de critique, voilà. Et après, de refaire un cycle encore de love bombing. En fait, ça, c'est ce que tu décris là, c'est le cycle de la violence. D'accord. Donc, en gros, au tout début, en fait, la personne va être effectivement dans la meilleure vie de ses rêves.
Donc, si on est en couple avec ce genre de personnalité, on va avoir l'impression que l'autre nous donne mais vraiment tout ce qu'on veut. Et il va commencer à tester au fur et à mesure, petit pas par petit pas. Et nous, on va simplement, la victime, en fait, va simplement dire, ah, mais il a passé une mauvaise journée, ou ah, elle, je veux aussi parler en elle, parce que sinon, on va croire que c'est que pour les hommes, et ce n'est pas du tout le cas. Ou elle a passé une mauvaise journée. Et donc, du coup, on va lui chercher des excuses D'accord. pour ces petits tests qui vont être au départ très petits. On va même pas les voir, on va pas les percevoir, mais qui vont donner à l'autre, à la personnalité narcissique, le fait que, voilà, ça va, je peux monter en gradation et je peux monter, tant qu'on n'aura pas mis une certaine limite, parce qu'ils vont en profiter, en fait, tout simplement. Donc, et donc, effectivement, il y a ce côté d'abord, la vie de ses rêves. Mhm. Puis, on va avoir des petits tests et qui vont arriver à une montée quasi de tension, ce qu'on appelle une montée de tension. Donc, on va sentir que la personne, elle est un peu sous tension, elle vrille de temps en temps. Et puis, à la période de crise, où il y a vraiment des mots qui blessent, des gestes qui blessent. Donc, c'est vraiment la crise, la dispute, les insultes, le dénigrement. Et puis, il va y avoir la phase de je m'excuse. Mais c'est pas des vraies excuses. C'est du style, tu as parlé du steak qui était mal cuit, par exemple. C'est ah, mais je t'aurais pas dit que tu étais une super mauvaise cuisinière si tu avais vraiment bien cuisiné ton steak. Je t'aurais pas giflé si tu avais bien fait ton boulot, quoi. Donc, je t'aurais pas dénigré si tu avais bien fait ton boulot. Donc, en gros, c'est remettre la culpabilité sur l'autre parce qu'ils vont pas reconnaître leur propre culpabilité. Donc, nous, on va prendre ça comme des excuses, mais qui, au fond, n'en sont pas vraiment parce qu'il n'y a pas de changement de comportement derrière. Et on va retourner dans la phase de love bombing, comme tu appelles ça, la lune de miel, où le partenaire va être un dieu sur terre, quoi. Des différents types de personnes manipulatrices. Donc, on a parlé des pervers Ah narcissiques. oui, les pervers narcissiques, puis tu as les manipulateurs qui, eux, vont utiliser la tromperie, la flatterie, la culpabilisation, la victimisation. C'est des grosses victimes. Hein. Donc, voilà. Et puis alors, tu as ce qu'on appelle les vampires énergétiques, ça, c'est plutôt une métaphore qui est utilisée pour décrire une personne, en fait, qui va te manger ton énergie. Alors ça se fait souvent via une victimisation constante. Les pauvres petits caliméros. Ouais. C'est aussi de la négativité chronique. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont tout le temps négatives, qui te manipulent un petit peu aussi au niveau de tes émotions et qui ont un besoin excessif d'attention. Ça, ce sont vraiment, en général, les 4 points que les vampires énergétiques font qu'ils te vident de toute énergie, en fait. Ces genres de personnes, ils aiment bien prendre ton énergie, ta positivité pour juste Ouais. les prendre, mais ils changent jamais, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, soit ils sont de manière consciente, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont comme ça, ou soit ils sont de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se remettre en question, mais ils aiment te vampiriser tout le temps, parce que ça les nourrit d'être ce rôle-là de victime. Ils savent pas produire eux-mêmes leur énergie, donc du coup, ils vont aller la chercher chez l'autre, en fait. C'est ça. Jusqu'au moment où ils vont se comprendre que c'est pas suffisant, et donc on va monter en violence, en fait, parce que c'est de la violence quelque part. Oui, c'est de la violence, et puis c'est jamais leur faute, quoi. C'est toujours la Non. faute des autres. C'est-à-dire que oui, j'ai eu une enfance malheureuse, donc on ne m'aimait pas assez. De toute façon, tu vas finir par me quitter. De toute façon, je suis bon à rien. Et en fait, bah, la personne à côté va être non, c'est faux, c'est non, c'est pas vrai, gna, gna, gna. Alors que finalement, ces personnes-là, ils aiment bien se plaindre. En fait, c'est leur manière d'exister, parce que se dire la vérité en disant bah ça vient de moi, si tout le monde entre guillemets me fuit, c'est peut-être parce que j'ai peut-être un problème, et non pas Mhm. parce que c'est à cause de mon enfance ou à cause de telle Oui, chose. mais en fait, ils justifient leurs actes, ou elles justifient leurs actes, peu importe, par ce qui leur est arrivé, en fait. En prenant ce rôle de victime, c'est ce qui permet qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités, comme tu dis. C'est ça. Si on me fuit, c'est pas parce que moi je me considère comme un caliméro et que je me plains tout le temps. Non, c'est les autres qui vont induire le fait que je me plains, en fait. C'est ça. Donc, je prends pas mes responsabilités. Et un peu comme
le PN, enfin, je sais pas aussi peut-être pour le manipulateur, tu me corrigeras si je me trompe, mais la victime, le vampire énergie est aussi pris par l'entourage, quelqu'un qu'on doit protéger, et donc on évite aussi Mhm. de lui dire la vérité. Et généralement, c'est le compagne ou la compagne qui est passée pour la méchante, alors que au final, c'est juste, pareil, ça vient aussi d'une dépendance affective de la compagne parce qu'elle est attirée par ça, le besoin de réparer quelque chose vers l'autre, le besoin oui, de réparer quelque chose en elle, mais elle répare vers l'autre car c'est beaucoup plus facile. Mais l'entourage va prendre enfin, le compagnon pour quelqu'un de méchant parce qu'il a beaucoup plus entre guillemets, il montre plus ses caractères et s'énerve beaucoup plus vite que le gentil Calimero qui est toujours là à dire oui, c'est ma faute, vous comprenez, elle s'énerve, mais en fait, j'ai fait du mieux que je peux. Ce n'est pas ma faute parce que, je sais pas, je suis en ce moment en dépression. Ou il y a toujours une excuse pour légitimer et l'entourage va toujours être là pour le vampire énergétique, pour le protéger, ce rôle de Calimero, ou aussi le rôle aussi il n'y a pas que Calimero, comme tu as dit, il y a aussi le fait d'être toujours dans la négativité, c'est-à-dire que voilà, Mhm. est Tout à noir, fait. tous les trucs. Et pareil, quand la personne elle est comme ça, tout est noir et tout est trucs, et ben, l'entourage aussi va avoir tendance aussi à protéger Oui. cette personne-là parce que va se dire, mais ça sert à rien que je parle de mes problèmes parce qu'elle est déjà dans le noir. Alors, pourquoi moi, je dois parler de mes problèmes, en fait? Je dois m'occuper que de ses problèmes à lui pour Oui. avoir un peu plus de positivité dans sa vie. Oui, et puis, mais il y a aussi le fait que, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a aussi le fait que beaucoup de gens aiment sauver les gens, aiment Oui, sauver les autres. Et donc, du coup, quand on a une victime comme le vampire énergétique qui adore qu'on prenne soin de lui, eh ben, c'est tout trouvé, hein. Tu trouves quelqu'un qui aime bien sauver l'autre, et d'office, ben, voilà, ils vont faire la paire, quoi. ça c'est clair, hein. Ça, c'est tout à fait clair. Et donc, en fait, quelles sont les personnes, bon, je trouve qu'on a déjà répondu, mais quelles sont les personnes qui ont tendance à attirer des relations toxiques? J'aime pas trop être catégorique là-dessus parce que tout le monde peut Ouais, vivre une relation toxique. Donc du coup, je veux quand même mettre un warning là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a il y a certaines caractéristiques qu'on retrouve qui sont notamment l'empathie excessive de l'un pour l'autre, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, une tendance à donner aussi le bénéfice du doute à l'autre. Oui, mais non, mais si il ne ferait jamais ça parce que moi je le ferais pas en fait. Donc, sauf que tout le monde n'est pas comme nous en fait. ouais, Donc voilà. Et c'est aussi des personnes qui ont besoin d'avoir la validation de l'autre. ouais. Donc, je ne suis pas sûre de moi. Donc du coup, je vais aller chercher chez l'autre le fait qu'on me valide. Ok, tu peux y aller. Et c'est ce fait d'aller chercher qui va faire qu'on sera plus facilement victime de vampires énergétiques, manipulateurs, pervers narcissiques. Et alors, il y a aussi un point sur lequel je trouve qu'on ne parle pas assez, c'est que parfois, c'est aussi par juste une question de fragilité temporaire Oui, c'est suite ça. à un événement qu'on vit. Par exemple, un divorce, un deuil, qui rend la personne plus fragile émotionnellement et les personnalités style PN, donc pervers narcissique, manipulateur et vampire énergétique, vont plus facilement s'attaquer à ce genre de personnes aussi. Oui, c'est Donc, il y a deux catégories, en fait. C'est vraiment lié à la personne même, l'empathie excessive. Et puis, il y a le côté, je vis quelque chose de difficile qui me fragilise et qui, du coup, fait que, voilà, quelqu'un qui va d'abord prendre soin de moi, qui va me faire croire que la vie, elle est super géniale et que je vais vivre ma meilleure vie, eh ben, c'est sûr qu'on va être beaucoup plus sensible à ça et c'est clair. Et puis à moi, ces moments-là. je rajouterais aussi, il n'y a pas que, enfin, je pense que il n'y a pas que le deuil, il y a aussi le fait, par exemple, quand tu déménages dans une ville et que tu connais Ah personne. oui, oui, non. C'est des exemples que j'ai Voilà. donnés, hein. Donc, le divorce et le deuil, c'est Oui, vraiment des exemples. C'est juste une fragilité ouais, c'est ça. temporaire au niveau des émotions qui fait que, ben, ils ont comme des radars, en fait, hein. C'est ça. Des petits radars, des petits, qui fait qu'ils vont détecter facilement les Parce que, personnes qui vivent ce genre de moment ou qui ont une personnalité effectivement plus empathique que la normale. parce qu'en fait, parce que même les vampires, ils viennent d'abord sur un rôle de sauveur. C'est-à-dire, je vais d'abord te sauver pour que après tu puisses mieux me sauver. Enfin, moi, en tout cas, enfin, Oui. en tout cas, avec les personnes avec qui, enfin, certains de mes clients, ils avaient avant des relations
de PN et maintenant ils sont plus ensemble. Et par aussi mon expérience, c'était vraiment le côté je vais d'abord te sauver, mais enfin, en tout cas moi par rapport, je parle de mon propre expérience, moi par rapport à mon ex qui était vampire énergétique, il est d'abord venu sur le fait paradoxalement de quelqu'un qui était fragile, mais d'un autre côté quelqu'un qui est là aussi pour te sauver. C'est-à-dire le côté où oui, bah je vais te sauver. C'était dans une période où c'était complètement difficile pour moi, où je vivais un burn-out, où la personne elle est venue. Et donc, en fait, quand je sais très bien qu'en temps normal, jamais de ma vie, je serais attirée par ce genre de personne. Mais comme là, j'étais dans ce contexte-là qui était assez particulier, et ben, c'est vrai que cette personne-là, elle est venue sous terme de sauveur, alors que en temps normal, bah, c'est des mots, en final, qui veut rien, enfin, entre guillemets, qui veut pas dire grand-chose quand on est dans un contexte qui est mieux. Enfin, je sais pas si je suis claire. Non, mais en fait, c'est vraiment ça dans la lune de miel au départ, comme je l'ai dit, c'est vraiment te donner ce dont tu as besoin. Ouais, Ils vont te donner ce que tu penses avoir besoin à ce moment-là pour créer l'emprise sur toi, en fait, et pour te donner ce que j'appelle, tu vas kiffer ta life, quoi. Tu vas kiffer ta relation, tu vas kiffer vraiment ce que tu as l'impression de vivre ta meilleure vie à ce moment-là. Parce que, comme toi, tu disais, pour toi, on prend soin de toi, où on est présent pour toi. Ça va dépendre un peu de chacun, le propre besoin, mais en gros, ils vont d'abord te donner de la poudre aux yeux pour croire qu'ils te donnent ce dont tu as besoin, sauf qu'en fait, c'est des coquilles vides et qu'ils peuvent pas assumer ça sur du long terme. Et donc, du coup, par contre, ils vont du coup, à un moment donné, quand tu es sous emprise, hop, complètement prendre. Je dirais que c'est quasiment comme des magiciens, en fait. Tu Ouais, vois, c'est vraiment de la poudre aux yeux et te donner dans leur langage un langage super flou pour que tu sois justement dans oui, des nuages et que tu crois qu'en fait tu vois bien, mais non, en fait c'est comme un peu opaque, quoi. c'est Et ça. le jour où tu te réveilles, c'est pour ça moi j'appelle ça un déclic. Le Mhm. jour où tu as le déclic, tu dis mais comment c'est possible, quoi. C'est Et en ça. fait, tu en- j'utilise souvent l'image des rideaux des grands-mères. Tu vois, des voiles Oui, qu'on mettait aux fenêtres, que nos grands-mères mettaient aux fenêtres. Eh ben, c'est un peu ça dans la relation, c'est ce qui se passe. C'est comme si on te mettait ton voile ou un voile de mariée, comme ça où tu vois pas très bien à travers. C'est comme si tu avais ça dans la relation. Et puis après, ben, le jour où tu as le déclic, tu te dis, là, tu vois tout autrement, en fait. L'image, elle est beaucoup plus nette et tu vois clairement les contours de la relation qui sont pas du tout aussi flous que ce que la personne voulait te faire croire, en fait. c'est ça. Et puis surtout, en plus, comme tu as très bien dit, c'est que c'est des personnes qui disent pas, qui sont jamais claires. C'est-à-dire qu'ils donnent toujours Ah un non, espoir, ils répondent jamais, t'as beau poser une question simple, ils te mm, répondent mm. jamais à la question simple. Non, Ils vont non. te dire Tu vas, pas, peut-être, on sait jamais. Pourquoi tu ne vis pas l'instant présent, pourquoi se projeter. Et en fait, c'est quoi, il y a beaucoup de personnes qui ont une dichotomie entre la personne qu'ils ont rencontrée au début et cet espoir en disant il va peut-être revenir, qui n'a jamais existé pour moi, c'est juste un masque, mm, la vie, et la non, personne tout à fait. qu'on voit tous les jours, ou enfin, oui, tous les jours, c'est qui est actuellement dans une relation toxique, qui est en fait, euh, qui est cette personne-là qu'on reconnaît pas, mais on a toujours cet Mhm, espoir que cette personne bah, redevienne comme tout à fait. personne qu'on a rencontrée qui n'existe pas. Et donc, et tu as très bien dit, et un jour, il y a un déclic qui se dit, mais en fait, cette personne, elle n'a jamais existé, qui te Oui. permet en fait de sortir de là euh, et de te dire, en fait, bah, d'aller dans cette phase où tu te bats pour toi-même. Et, Mhm, et après, tu as la phase de reconstruction où tu te dis, mais comment j'ai pu rester aussi longtemps avec cette personne alors que, en fait, tu étais juste dans une phase de contrôle et de manipulation de cette personne, car cette personne te connaît, enfin, connaît tes points sensibles et donc à chaque mhm. fois, quoi toucher pour pouvoir Oui, tout à fait. aller plus loin. Mais oui, c'est, c'est vraiment comme un voile. Et en fait, c'est pour ça que je disais qu'au début, c'est la phase la plus importante pour eux, c'est le moment où tu es vraiment, où tu kiffes ta life, en fait. Et c'est ce moment-là qui va être tellement beau, qui va être tellement la lune de miel aux Bahamas avec du sable blanc, enfin du sable blanc, avec du soleil, avec la chaleur. Tout est parfait. Clairement, tout est parfait à tes propres yeux. Et c'est ça
qui va faire que tu vas rester pendant toute la relation parce que tu vas avoir l'espoir que cette période-là revienne clairement. Quand il y aura les crises, quand il y aura les dénigrements, quand il y aura la violence, tu vas croire et tu vas espérer que cette période revienne et tu vas te dire, tu vas lui trouver mais plein d'excuses. Tu vas lui trouver, ah oui, mais le boulot est trop compliqué, pour l'instant on a des soucis d'argent, mais tout va y passer. Toutes les excuses possibles et inimaginables vont y passer pour que tu puisses garder cet espoir de retrouver ce que j'appelle la période Kiff My Life. Et, euh, et donc voilà. Et c'est ça qui va faire que jusqu'au moment où cet espoir, tu vas te rendre compte que il est irrationnel. Ça reviendra jamais, cette période. Et ça peut parfois tenir 20, 25 ans dans ce genre de Ah, relation parce que, voilà. bah après, je pense que c'est plus dur quand il y a des enfants qui rentrent en jeu dedans aussi. Euh, Oui, je oui. pense que c'est compliqué, hein. Et alors, comment les relations toxiques peuvent affecter bah, une femme ou un homme, hein, bien sûr, qui veut se lancer avec son entreprise? Bah, comme on a dit, quand on a ce genre de personne en face de nous, dans son couple, parce que là, on parle de couple, et encore, tu pourrais très bien le vivre avec des parents, par exemple, ce serait la Oui, même chose, ou des amis, c'est exactement la même chose. oui, Donc, si dans notre entourage, alors qu'on veut se lancer en tant qu'entrepreneur ou entrepreneur, on a ce genre de personne va déjà nous vider de notre énergie. Or, on sait bien que pour lancer quelque chose, on a besoin d'énergie. ouais. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, c'est déjà un premier frein dans lequel on va se retrouver. Un deuxième chose, c'est que on va avoir une baisse de l'estime de soi. Donc, on va d'office, en tant que, j'aime pas le terme victime, mais si on est le partenaire de ce type de personnalité, on va dire, euh, on va avoir une estime de soi qui est très faible. Mhm. Or, pour pouvoir se lancer et vendre son produit ou son service en tant qu'entrepreneur, on a besoin de croire en soi, on a besoin de croire dans notre produit. Donc, du coup, on part déjà aussi avec un deuxième frein. Et puis, on va avoir peur de l'échec aussi parce que on peut aussi se dire, oui, mais de toute façon, je suis pas capable de le faire, donc ça sert à rien quand je me lance. Ouais, Donc, avoir peur de cet échec. Et comme l'autre, en plus, va nous dire, t'es pas capable ou va sous-entendre, t'es pas capable de le faire, bah, voilà, tu vas avoir d'office un deuxième, enfin un troisième frein en fait par c'est- rapport à tout ça. Et alors, il y a aussi quelque chose sur lequel il faut pas minimiser, c'est que tu as souvent un isolement de la victime de ce genre de relation. oui, Et donc, or, on sait que dans l'entrepreneuriat, le réseautage et les partenaires de professionnels vont jouer aussi un grand rôle. ouais, Donc, autant, à la base, la personne ne va pas avoir beaucoup de réseau autour d'elle. Donc, déjà, elle va partir avec un handicap pour son business, en tout cas. Et puis, la deuxième chose, c'est que même si elle arrivera à construire ces partenaires, ce réseau, ce networking, le, le pervers narcissique, le manipulateur ou le vampire énergétique vont la faire culpabiliser et vont lui dire, ah oui, mais il veut coucher avec toi. Si on prend l'exemple d'une femme, enfin, si on prend un exemple, ça va être, ah bah il veut coucher avec toi, c'est pour ça que il veut bien acheter tes produits, ou ça va être tout ce genre de petites phrases hyper destructrices, mais pas du tout valorisantes pour le propre travail. Et donc, elle va avoir peur de rentrer à la maison, la personne qui vit ça va avoir peur de rentrer à la maison et de dire et de participer et de vivre ça pleinement. Et donc, d'office, par peur, elle va au fur et à mesure s'auto-censurer, s'auto-saboter pour la rencontre de partenaires professionnels qui pourraient développer son activité. c'est ça. Et moi, j'aimerais bien rajouter aussi, et je le vois beaucoup avec certaines de mes clientes, c'est que il y a le côté aussi, le fait que tu travailles sur ton entreprise, bah, tu as moins de temps pour le couple. Et donc, en fait, tu as moins de temps de t'occuper de lui. Donc, ça fait aussi pareil, comme tu as très bien dit, ça fait culpabilité. Ah, mais tu ne fais rien de ta journée. Tu passes Ouais, ta vie sur l'ordinateur. Tu crois vraiment qu'il y a des gens qui regardent tes stories, mais en fait, ça ne sert à rien. Donc, finalement, au fur et à mesure, elles vont être culpabilisées de jouer leur rôle de femme au foyer, si elles travaillent pas, ou le rôle, si tu travailles, c'est-à-dire ton rôle de femme, dès que tu rentres, tu dois faire à manger, tout ça.
Et normalement, comme tu as très bien dit, quand tu lances une entreprise, il faut de l'énergie. Donc, il faut prendre du temps, entre guillemets, que tu passes avec ta famille pour pouvoir l'intégrer dans le développement de ton entreprise. Pas mal de femmes qui me disaient, bah oui, j'ai peur de travailler dans mon entreprise parce que mon mari ou bien mon compagnon me disent que je ne fais rien, et vu que je n'ai pas encore les résultats qu'ils voient, j'ai l'impression que je ne fais rien, que je fais que de jouer sur les réseaux. Ou bien, tu as très bien dit aussi, le fait aussi de s'inhiber, par exemple, si tu es coach et que tu veux aider les gens, faut bien quand même partager un peu de ta vie pour pouvoir donner un peu l'envie aux gens de se dire, bah oui, j'ai envie de travailler avec elle. Et c'est vrai, tu as ce côté-là où les gens, en fait, ils ont peur de dire, voilà ce qui m'est arrivé, voilà comment j'ai fait, parce qu'ils ont peur du regard de l'autre, notamment du partenaire qui est là à regarder tous leurs faits et gestes sur les réseaux sociaux, parce qu'ils vont te dire, comment tu t'habilles, c'est pas bien, là, c'est pas bien, tu devrais te cacher, gna, gna, gna. Et la dernière chose aussi, c'est aussi la peur du succès, c'est-à-dire il y a aussi le fait que, imagine que j'ai du succès et je gagne plus que lui ou qu'elle, hein, bien sûr il y a les femmes, et comment l'autre personne va réagir, parce que si je gagne plus que lui, ça va montrer que lui, il est en échec, et donc je peux avoir de la violence verbale, physique, ou tout simplement ces femmes-là, même si elles sont douées, elles vont faire, entre guillemets, en sorte de s'auto-saboter pour que leur succès arrive moins vite, pour ne pas frustrer la personne qui occupe leur vie, parce que peut-être que la personne qui occupe leur vie, elle a peut-être en ce moment des problèmes d'argent, ou elle est au chômage, tout ça. Et donc, elle va se dire, voilà, je n'y arrive pas à gagner de l'argent, non pas parce que je ne suis pas compétente, mais parce qu'en fait, je m'auto-sabote. Tout ce que tu cites là, c'est des exemples d'auto-sabotage, de culpabilisation surtout de l'autre et de dénigrement en fait. Donc, ces deux mots-là, et la personne n'aura pas assez confiance en elle que pour surmonter les phrases assassines, comme je les appelle, de l'autre. Et dans ce contexte-là, comment tu peux aider une personne pour arriver à mettre des barrières saines dans son couple, ou bien c'est compliqué? Alors, aider la personne à mettre des barrières, ça va être compliqué. C'est la personne qui doit faire elle-même cette démarche de se dire, bon, là, je réalise que j'ai un problème à mettre des barrières à l'autre. Donc, il y a la première phase, c'est vraiment la conscientisation, être conscient de ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, oui, on peut commencer à travailler sur ce phénomène-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne n'arrive pas à mettre une barrière? C'est souvent elle a peur de l'abandon. En fait, c'est que elle a peur que si elle met une barrière, si elle ose dire non à l'autre va l'abandonner. C'est ça. L'autre va la rejeter. L'autre va dire, ouais, mais non, mais ça va, c'est bon maintenant, au revoir, ciao. Et sa peur d'abandon, d'être abandonnée ou d'être rejetée est plus forte que le fait de mettre une barrière, et être plus forte que de oser dire non, et donc de mettre des limites à l'autre. Et donc, on se retrouve dans ce schéma de j'accepte tout, en fait, parce que j'ai peur d'être abandonnée. Donc, et puis aussi, souvent, peur d'abandon est synonyme de peur de conflit. On n'aime pas les conflits. On a peur des conflits parce qu'on a peur que ça finisse en rupture, qu'il y ait une maîtresse, enfin, tu peux imaginer tout ce que tu veux là derrière, quoi. Donc voilà, mais c'est clairement la peur de l'abandon ou la peur du rejet, ça dépend de comment la personne le vit, mais c'est des choses relativement similaires. C'est la peur que l'autre parte, quoi, parce qu'on aura osé dire non. Ou oser mettre des limites. Et cette phase que tu appelles de conscience, oui, de conscientisation, ça peut mettre combien de temps, en fait, par exemple, quand une cliente vient vers toi et qu'elle se dit, bon, j'ai peut-être un problème, et cette phase, après, c'est difficile de dire un nombre de temps, mais tu as peut-être un schéma que tu observes chez tes clients qui font que tu arrives à savoir dans quel stade, tu as divisé en stades de conscientisation. De conscientisation. En fait, la plupart du temps, c'est en posant des questions et en amenant la personne à réfléchir elle-même que elle se dit. Moi, j'utilise souvent l'image de la porte.
t'as l'impression que quand tu conscientises quelque chose, t'as l'impression de te prendre une porte en pleine figure. En fait, tu dis, ah ouais, je réagis comme ça. Ah ouais, je veux tout contrôler. Ah ouais, je laisse l'autre décider tout de ma vie. Et donc voilà, c'est ça en fait. C'est amener par des questions à l'autre, dire, ben voilà, est-ce que tu trouves normal Mhm. que, par exemple, ton mari te dise que tu as passé toute ta journée sur ton écran et tu as joué toute ta journée alors que tu as travaillé. Déjà, première chose, est-ce que tu trouves ça normal? Et puis, en fonction de la réponse, bah, tu as déjà un degré de conscientisation qui va être plus ou moins élevé. Si elle te dit non, bah déjà, alors pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu laisses faire? Toi, Et tu tu as... vois, tu descends, Ouais. pourquoi tu acceptes? Et puis tu descends, tu descends, tu descends. J'appelle ça les questions entonnoirs. Mhm. Et quand tu arrives au bout des trucs, c'est souvent, j'ai peur d'être abandonnée. Ça. J'aime plus l'autre que moi. Mhm. Et une dépendance affective, du coup. C'est ça. Non, mais c'est vrai. En plus, moi, généralement, ce que je dis, c'est que, bah, en fait, tu t'abandonnes au détriment de l'autre. C'est-à-dire que tellement Mhm, que tu ne t'aimes pas, et mhm. ben, tu préfères aimer l'autre au détriment de toi-même. Et donc, chaque jour que tu refuses de voir que cette personne-là te manque de respect et ne t'aime pas, au final, il s'aime plus que lui-même, et ben, tu Ouais, t'abandonnes et ça rentre, comme tu avais dit tout à l'heure, dans le cercle. Bah, j'ai peur d'être seule avec moi-même, j'ai peur d'être seule, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, et bah, le manque aussi bah, de confiance. Est-ce que quelqu'un d'autre peut m'aimer? C'est peut-être la seule personne qui peut m'aimer telle que je suis, parce que en fait, je suis une personne tellement horrible que je mérite que lui. ouais. Finalement, ça va Mhm. ce côté-là euh, où en fait, même si des fois, tu es dans cette phase de constantisation, Concisation. j'arriverai pas à le dire, mais c'est pas grave, le C'est fait pas de prendre grave. conscience, et ben ça Oui, prend des fois du temps parce que, bah, comme bien se sûr. dire la vérité et se dire, bah, en fait, peut-être que la vraie vérité, c'est que, bah, comme tu as dit, bah, j'ai peur d'être abandonnée. Mhm. C'est dur à se le dire, en fait. Tout à fait. C'est très, très dur. Et c'est pour ça que les proches ont tellement de mal à comprendre parfois parce que eux sont conscients de certaines choses ou voient la situation autrement, Mhm. mais que quand on est dans la situation, on se rend pas compte, on n'est pas conscient de ce qui se passe et de qui on est et de pourquoi on fonctionne. Et c'est pour ça que les coachs ont un rôle tellement important, c'est C'est que ça. eux amènent par des questions et pas par des conseils, par des questions et des questionnements à réfléchir sur toi, à réfléchir pourquoi tu fais ça, pourquoi tu ne fais pas ça. Et donc, et c'est là que j'utilise le terme, si tu me permets l'expression, tu te prends une porte dans la gueule, quoi. Ouais, c'est ça. Non, non. Et je te permets l'expression car c'est tout. Et puis surtout aussi, tu as le fait aussi que l'entourage, vu qu'il n'est pas dans la relation et qu'il voit juste l'extérieur, même si ils veulent t'aider, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne vivent pas ce que tu vis d'un point Bien de vue sûr. aussi interne, parce que voilà, on n'est pas tous pareils, on ressent pas tous les mêmes émotions. Il y a des personnes qui sont hypersensibles, d'autres qui le sont moins. Euh, et donc, c'est vrai que l'entourage, des fois, il a envie de te dire, secoue-toi, tu te rends pas compte que cette personne-là, elle Tout est à fait. et l'autre, elle est là, elle te dit, non, mais je l'aime. Et donc, c'est vrai que ça crée Mhm. une frustration. Et c'est important que l'entourage, pour pas couper non plus la communication, eh ben, elle soit plutôt à l'écoute que sur le jugement. Mais je comprends que ça soit dur parce que on a, l'entourage a envie, comme on dit, d'aider, mais on peut que s'aider soi-même. Tant que la personne ne sera pas prête, on aura beau dire, cette personne-là, c'est le monstre, c'est le diable, je sais pas quoi. Elle le verra pas. Elle verra plutôt que c'est un ange et que toi, vous êtes contre moi, Oui, contre mon couple, et ça va plutôt renforcer cette relation tout à qui est fait. malsaine et qui va plutôt rejeter l'entourage. Et c'est aussi ça qu'il utilise aussi, bah, que ce soit manipulateur, vampire énergétique ou Le PN. PN, parce qu'en fait, il adore isoler sa victime, même Oui, si on l'a c'est dit, pas le rôle de effectivement. victime, quoi. Et c'est vrai que, bah, comme tu as dit, c'est compliqué aussi pour l'entourage de trouver sa position
en fait, cette personne-là n'est pas bonne pour toi, mais je dois peut-être enlever mon sentiment de côté pour être ce socle pour la personne. Mhm. Ça. Oui, non, tout à fait d'accord avec toi. Donc, Selon toi, cette notion de sauver l'autre, c'est lié à son enfance ou c'est juste quelque chose qui est hérité comme ça, qui vient beaucoup plus tard en tant qu'adulte, ou je sais pas. je pense que l'humain a tendance à toujours vouloir sauver l'autre pour ne pas les regarder soi. Mhm. C'est plus facile pour beaucoup d'entre nous, et ça, quelle que soit la situation, de vouloir sauver l'autre, comme ça nous évite de regarder nos propres défaillances, en fait. Mhm. Donc, alors, est-ce que ça vient de l'enfance ou est-ce qu'on est tous comme ça? Je ne sais pas, je n'ai pas des études de recherche là-dedans, donc je ne vais pas m'autoriser à répondre clairement, mais c'est sûr et certain que cette propension à aller sauver l'autre à tout prix plutôt que soi, c'est parce que c'est surtout plus facile pour nous. Et Ouais. là, je dis nous, tout humain, on aura tendance à vouloir d'abord sauver l'autre plutôt que de regarder ses propres manquements. Et, et la deuxième raison, c'est aussi que on s'aime moins souvent que l'autre. Et donc, du coup, on va vouloir sauver l'autre et ça évite de se regarder. On vient à se regarder soi, en fait. Ah ouais. Hein. Non, mais c'est vrai. Je dirais plutôt que ça vient, bon, pareil, hein, je ne sais pas, mais selon moi, c'est on est conditionné, enfin, en tout cas, je trouve que, je vais parler plus des femmes, mais je pense que les hommes, c'est pareil, mais surtout les femmes, je trouve qu'on est vraiment conditionné à avoir ce rôle de mère, de nourricière, de vraiment le côté très, très, voilà, les femmes sont là pour nourrir et tout ça. Et donc, je trouve que nous, pas toutes les femmes, bien sûr, il y a des femmes manipulatrices, tout ça, mais beaucoup de femmes, eh ben, en tout cas, on a ce rôle-là où penser à soi, c'est mal. Donc, c'est beaucoup plus facile de se dire que voilà, si je pense à moi, donc je suis égoïste, parce qu'il y a vraiment cette pression chez la femme, je trouve, on doit nourrir l'autre, et le côté aussi, euh, non, quand on regarde vraiment aussi, pareil, les religions, on est soumise. Donc il y a le côté très, très, on s'oublie en fait que les hommes ont moins. Je dis pas qu'il y a pas, parce qu'il y a aussi une pression Non, non, tout à fait. le fait d'être l'homme super, je dois montrer que je suis un homme viril, que je suis un pourvoyeur, que je suis capable de nourrir ma famille, et qui peut mettre aussi une pression, surtout si, par exemple, Oui, une relation où c'est la femme qui gagne plus que l'homme. Donc c'est vrai qu'il y a cette relation-là qui est un peu déséquilibrée. Les femmes ont plus du mal, et je le vois même aussi dans mes coachings, elles ont plus du mal à aller vers leur passion, vers ce qu'elles ont envie vraiment de faire. C'est parce qu'il y a ce rôle-là où si je fais ça, donc ça veut dire que je suis une mauvaise mère, ou je suis une mauvaise fille, ou je suis égoïste, alors que je dois d'abord penser à l'autre, car c'est vraiment aussi dans l'éducation où on bien apprend sûr. aux femmes, enfin aux filles, des petites, bah tiens, ta poupée, tu dois t'occuper d'elle, tu dois ton bébé. Donc il y a déjà directement cette transmission on s'oublie pour être la mère nourricière dès l'enfance. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça, quoi. Non, je suis entièrement d'accord avec toi que effectivement notre société nous conditionne à certains rôles et que effectivement les femmes ont une pression, même si il y a des tendances quand même à se libérer, heureusement d'ailleurs, mais il y a quand même une énorme pression encore sur les épaules de la femme pour que ce soit elle qui s'occupe de la famille, que c'est d'abord la famille, c'est d'abord les enfants, c'est d'abord plein de choses, et Mhm. puis seulement soi. Donc, s'autoriser à penser à soi, souvent égale égoïsme, et une femme ne peut pas être égoïste. C'est ça. Un homme, un homme entre guillemets, a l'excuse de devoir ramener l'argent à la maison. Donc, lui, il peut être égoïste et faire sa carrière, mais une femme a encore, dans la société, un rôle de famille, et donc, du coup, doit s'oublier pour rester près des enfants et autres. Certaines, c'est vraiment par choix, d'autres, c'est plus une question de pense avoir le choix, mais en fait, c'est faire ce choix consciemment et en même temps, elles sont pas vraiment, il n'est pas vraiment conscient parce que elles se rendent pas compte de l'impact de la société qu'il y a là derrière aussi. Donc oui, je te rejoins tout à fait. Et j'aimerais te poser deux dernières questions. Donc la première, c'est en tant que professionnel, quel conseil donnerais-tu pour quelqu'un qui voudrait sortir d'une relation toxique? Quels sont ses premiers pas? Alors, il faut savoir que c'est déjà un processus délicat Mhm. parce qu'en fonction de la personne avec qui on est,
il y a un certain degré de violence. Donc, il faut quand même tenir compte de ce degré de violence et que, il va pas, ou elle va pas aimer que l'autre prenne sa liberté et son pouvoir. Donc, c'est vraiment un processus qui peut être délicat. Et la première étape, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'être conscient de ce qui se passe, d'avoir ce déclic, d'avoir ce voile qui se lève et puis de se dire, oula, ok, je suis là-dedans. Ça, c'est la première étape certaine à avoir. Puis la deuxième étape, ce serait de prendre une distance émotionnelle, si possible, par rapport à ce partenaire ou à cette personne, parce que ça peut être une mère, ça peut être un père. Donc, prendre une distance émotionnelle par rapport à cette personne. Et ça passe notamment par établir des limites, pouvoir dire non, cultiver sa propre confiance en soi et sa propre estime de soi, apprendre à faire des choix qui sont complètement autonomes. Donc, c'est se dire, OK, je choisis ça et c'est vraiment moi qui le choisis. C'est pas mon éducation, c'est pas mon conjoint, c'est pas la société autour de moi, c'est moi-même qui l'autorise. Donc, il y a plusieurs étapes. Et si on parle d'un couple dans lequel il y a ce genre avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique et une victime, alors c'est vraiment aussi de planifier des étapes vers le changement. On ne quitte pas un pervers narcissique du jour au lendemain sans aucune préparation, parce que ça peut être dangereux, surtout s'il y a des enfants là-dedans. Et le dernier conseil que je donnerais, c'est de se faire aider. Mm. Il y a des associations, il y a des professionnels, il y a des thérapeutes, il y a des coachs, il y a assez de personnes pour trouver de l'aide qui peut parler, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut vraiment ne pas hésiter à se faire accompagner ou à rejoindre des personnes qui ont vécu la même chose aussi, comme tu as dit, des associations. Ça permet de ne pas se sentir seul. Et si on souhaite travailler avec toi, on fait comment? Alors moi, j'ai un site internet sur lequel on peut trouver mes coordonnées. Ça s'appelle Lotus, Lotus, au milieu, coaching.be. Donc voilà, je suis aussi présente sur les réseaux sociaux. Le plus souvent, c'est sur Instagram. Donc là, c'est Julie_coach_Lotus. Et sinon, je peux donner mon numéro de téléphone aussi, mais c'est un numéro belge. Donc voilà. Donc c'est le +32 09 4 51 54 59. De toute façon, je mettrai tout en description et ceux qui m'en verront sur YouTube, ça sera directement mis sur la vidéo comme ça. Si vous voulez contacter Julie, et comme ça, vous aurez toutes les informations. Et j'aimerais te poser quel est ton dernier mot de fin pour clôturer ce podcast. Alors, j'ai envie de donner de l'espoir. C'est déjà de croire en soi, que tout est possible et oser. J'aime bien ce mot, oser. En tout cas, je te remercie. On va vous laisser. Je te laisse. Tu souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.